Un scandale explosif secoue le palais de justice. Une femme noire défie une conspiration raciale. Avant de plonger dans ce drame intense, prenons un moment. Si cette histoire vous passionne, commentez « Justice pour Fatima » et abonnez-vous pour plus de révélations. Si elle ne vous plaît pas, un like pour nous challenger. Restez jusqu'à la fin, un twist inattendu vous attend, un secret qui pourrait changer la donne. À Paris, sous les voûtes imposantes du palais de justice, l'air est lourd d'une tension palpable en ce soir du 9 juin 2025, 23h46. Fatima Dubois, une franco-nord-africaine au regard de feu, se tient fièrement au milieu de la salle, serrant un dossier compromettant contre sa poitrine. Elle défie Éclat Stratégie, une firme de conseil politique qui l'a licenciée pour avoir dénoncé leur campagne raciste ciblant les communautés immigrées. Les murmures méprisants des spectateurs et les ricanements des avocats blancs la frappent comme des coups, ravivant des années de discrimination subies dans les banlieues. Soudain, un officier, Raoul Leclerc, s'avance, son ton sec claquant comme un fouet. « Dehors, toi, tu n'as rien à faire ici !» Sa rage explose, un volcan de colère face à cette insulte raciale. Elle riposte. « J'ai le droit d'être ici, contrairement à vos mensonges. » Le juge, d'un geste sec, ordonne son expulsion, mais Fatima refuse de bouger, ses yeux lançant des éclairs. Alors que Leclerc tend la main vers elle, un éclair zèbre le ciel parisien, comme un présage, et la foule retient son souffle. Cette nuit, ce n'est pas seulement un procès, c'est une guerre contre l'injustice, et Fatima est prête à tout pour faire tomber les masques. L'atmosphère dans la salle d'audience du palais de justice s'alourdit, les murmures indignés de la foule se mêlant au grondement lointain d'un orage qui menace Paris sous un ciel d'encre. Fatima Dubois, encore frémissante de rage face à l'insulte raciale de Raoul Leclerc, se tient droite comme un chêne des forêts normandes, son dossier serré contre elle comme un bouclier contre les regards hostiles. Les éclairs illuminent les vitraux gothiques, projetant des ombres dansantes sur les boiseries anciennes, tandis que l'officier s'apprête à la saisir. Mais soudain, un cri perçant déchire l'air. Une Claire, le visage blême, surgit par une porte latérale, une enveloppe cachetée à la main, ses talons claquant frénétiquement sur le marbre. « Votre honneur !» halète-t-elle, sa voix tremblante comme un violon mal accordé. « Un appel urgent de l'Élysée !» Un silence glacial envahit la pièce, si profond qu'on pourrait entendre les battements de cœur affolés des spectateurs. Le juge, figé dans son fauteuil orné, laisse tomber son marteau, tandis que Leclerc s'immobilise, la main tendue vers Fatima, ses yeux écarquillés par une peur soudaine. Fatima, elle, sent une vague de fureur monter en elle, amplifiée par cette interruption inattendue qui révèle l'ampleur du complot. Elle imagine les couloirs feutrés de l'Élysée, où des hommes en costume sombre ont dû trembler en entendant son nom, une femme nord-africaine osant défier un système bâti sur l'exclusion. « Vous pensiez me réduire au silence ?» murmure-t-elle, sa voix chargée d'une colère contenue, ses poings serrés jusqu'à ce que ses ongles marquent sa paume. La clerc, tremblante, tend l'enveloppe au juge, qui l'ouvre avec des gestes maladroits, ses doigts trahissant une nervosité inhabituelle. À l'intérieur, un message codé annonce une intervention directe du cabinet présidentiel, ordonnant une réévaluation immédiate du cas de Fatima. Mais alors qu'elle lit, un détail insolite attire l'attention. Une photo glissée dans l'enveloppe montre un hangar clandestin près des docks de Marseille, où des caisses estampillées « Éclat, stratégie s'entassent », une preuve visuelle explosive d'un réseau de corruption. La foule retient son souffle, les murmures s'amplifiant en un grondement sourd, tandis que Fatima sent sa rage exploser comme un feu d'artifice du 14 juillet. « Vous avez sali ma dignité, ma famille, mon peuple », crie-t-elle, ses mots ricochant contre les murs comme des coups de canon. Leclerc, blême, recule d'un pas, son arrogance s'effritant face à cette révélation. Le juge, dépassé, ordonne une suspension d'audience, mais l'ordre vacille sous la pression des regards accusateurs. Fatima, les larmes de colère roulant sur ses joues, fixe Leclerc avec l'intensité d'un faucon prêt à fondre. Elle pense à son père, un ouvrier immigré broyé par des discriminations similaires, et à sa mère, qui lui a appris à se battre contre l'injustice. Cette intervention de l'Élysée n'est pas une simple aide, c'est une fissure dans le mur de silence raciste qui l'entoure. Elle sait que ce moment marque un tournant, mais aussi un danger. Ceux qui la ciblent ne reculeront devant rien pour la faire taire. La salle, encore sous le choc,
devient un théâtre de tensions palpables, où chaque regard échangé porte la promesse d'une bataille à venir. Fatima, debout, au milieu de ce chaos, sent sa fureur se transformer en une force inébranlable, prête à arracher chaque secret pour venger son peuple et exposer la vérité. L'orage dehors gronde plus fort, comme un écho à la tempête qui fait rage en elle, et elle jure que cette nuit ne sera pas la fin, mais le début d'une guerre contre la corruption. La suspension d'audience laisse planer une tension suffocante dans les couloirs du palais de justice, les éclairs zébrant le ciel parisien à travers les vitres gothiques, comme des avertissements divins. Fatima Dubois, encore secouée par la révélation de l'intervention de l'Élysée et la photo compromettante des docks de Marseille, avance vers le banc des témoins, son cœur battant comme un tambour de guerre dans les rues de Belleville. Sa colère, alimentée par les années de racisme subi dans les banlieues et les insultes de Raoul Leclerc, bouillonne sous sa peau, prête à éclater. Elle serre son dossier contre elle, ses doigts tremblants de fureur contenue, tandis que les murmures de la foule, mêlés de mépris et de curiosité, ricochent contre les murs anciens. Elle sait que ce moment est décisif. Elle doit faire tomber le masque d'éclat stratégie, même au prix de sa propre sécurité. Elle monte à la barre, son regard perçant croisant celui du juge, dont l'expression reste de marbre, et celui de Leclerc, tapi dans l'ombre, son rictus trahissant une nervosité croissante. D'une voix ferme, teintée d'une rage contenue, elle commence à exposer les preuves. Des emails internes codés révélant des campagnes ciblant les populations immigrées comme menace électorale, des notes manuscrites ordonnant de neutraliser les employés comme elle, perçus comme trop exotiques pour les clients. Mais alors qu'elle tend une liasse de documents, un détail insolite surgit. Une puce électronique dissimulée dans le dossier, contenant une vidéo secrète montrant un dirigeant d'éclat échangeant des valises avec un homme masqué près de la tour Eiffel. La foule retient son souffle, les flashs des photographes crépitant comme des coups de tonnerre, tandis que Fatima hurle « Vous avez vendu notre dignité pour de l'argent sale !» Le juge, visiblement déstabilisé, fronce les sourcils. Mais avant qu'il ne puisse intervenir, Leclerc bondit, tentant de s'emparer des preuves. Fatima, entraînée par un instinct de survie hérité de son passé dans les quartiers difficiles, esquive d'un mouvement vif, en voyant le sergent trébucher contre une table, renversant un encrier qui éclabousse les robes noires des avocats. Sa fureur explose. « Vous pensez m'écraser parce que je suis noir ? Jamais !» crie-t-elle, sa voix résonnant comme un défi lancé à toute l'assemblée. La salle s'embrase, les spectateurs se levant, certains scandant « Justice !» d'autres murmurant leur choc. Le juge frappe son marteau avec une violence inhabituelle, ordonnant le silence, mais son autorité vacille sous la pression. L'avocat d'éclat stratégise, un homme aux cheveux gominés et au sourire carnassier, objecte furieusement « Ces documents sont falsifiés !» Mais Fatima, les larmes de colère roulant sur ses joues, branche la puce sur un ordinateur portable prêté par un journaliste audacieux dans la galerie. L'écran s'allume, projetant la vidéo en haute définition. Des échanges clandestins, des noms de politiciens locaux chuchotés et une voix reconnaissable ordonnant de « faire taire cette femme avant qu'elle ne ruine tout ». La foule pousse un cri collectif, un mélange d'horreur et d'indignation, tandis que Leclerc, blême, tente de s'éclipser par une porte latérale. Fatima, le souffle court, sent sa rage atteindre des sommets. Elle imagine les pointes de son père, ouvrier immigré brisé par les préjugés, s'abattant sur ses oppresseurs, et cette image la galvanise. « Vous avez sali ma famille, mon peuple !» rugit-elle, brandissant la puce comme une arme. Les gardes s'approchent, mais la foule, galvanisée par son courage, bloque leur passage, transformant la salle en un théâtre de révolte. Le juge, dépassé, ordonne une nouvelle suspension, mais l'incident a déjà fissuré le système. La vérité est sortie, et Fatima, avec sa colère comme étendard, est prête à tout pour la faire triompher. Elle se tourne vers la galerie, ses yeux brûlants d'une intensité féroce, consciente que cette bataille ne fait que commencer. La suspension d'audience laisse un silence lourd dans le palais de justice. Les échos des cris de Fatima Dubois résonnant encore contre les murs ornés de marbre parisien, tandis que l'orage dehors gronde comme un écho à sa fureur. La salle, encore secouée par la vidéo explosive projetée depuis la puce électronique, est plongée dans une tension palpable, les regards oscillant entre admiration et crainte. Fatima, le souffle court, se tient au centre de ce chaos, son dossier trempé de sueur et d'encre renversée serré contre elle, sa colère bouillonnant comme un vin de Bordeaux trop fermenté.
Les murmures racistes de Raoul Leclerc, encore suspendus dans l'air, ravivent en elle des années de discrimination subie dans les rues pavées de la capitale, et elle sent une détermination farouche l'envahir. Mais avant qu'elle ne puisse reprendre la parole, une ombre s'avance. Leclerc, escorté par des gardes, revient avec une lueur menaçante dans les yeux, décidé à exécuter l'ordre d'expulsion du juge. Il s'approche d'elle, sa voix claquant comme un fouet. « Sors d'ici, ou je te fais sortir de force !» Fatima, les poings serrés jusqu'à ce que ses jointures blanchissent, refuse de céder. « Vous ne m'effacerez pas !» rugit-elle, sa voix brisant le silence comme un éclat de verre. Leclerc tend une main brutale vers son bras, mais au même moment, un craquement sourd retentit. Une des vitres gothiques, fragilisée par l'orage, explose sous une rafale de vent, projetant des éclats de verre sur le sol. La foule pousse un cri d'effroi, et dans ce chaos, Fatima esquive d'un mouvement instinctif formé par les leçons de survie de son enfance dans les banlieues. Elle contre-attaque, repoussant Leclerc d'un coup d'épaule inspiré par les arts martiaux appris en secret, le faisant trébucher contre une chaise dans un fracas métallique. Mais l'incident prend une tournure dramatique. Leclerc, humilié, dégaine une matraque et tente de frapper Fatima, son geste trahissant une rage raciale contenue. Elle part le coup avec son dossier, les pages volant comme des feuilles d'automne, et hurle « Vous osez lever la main sur moi parce que je suis noire? Jamais !» Sa voix, tremblante de fureur, résonne comme un appel à la révolte, et la galerie publique, galvanisée, commence à scander « Justice pour Fatima !» Les gardes, hésitants, s'interposent, mais la tension monte encore lorsqu'un objet étrange tombe de la poche de Leclerc. Un médaillon gravé d'un symbole maçonnique, intente à une conspiration plus vaste au sein des forces de l'ordre. Fatima, les yeux écarquillés, ramasse le médaillon, sa colère atteignant un pic vertigineux. « Vous êtes tous complices !» crie-t-elle, brandissant l'objet comme une preuve accablante. Le juge, figé derrière son banc, frappe son marteau avec une violence inhabituelle, ordonnant l'ordre, mais sa voix tremble sous la pression. L'avocat déclare stratégie, paniqué, tente de détourner l'attention. « C'est une mise en scène, elle provoque le chaos !» Mais Fatima, indomptable, active un enregistreur caché dans son foulard, capturant les insultes racistes de Leclerc et les murmures de collusion entre les gardes. La foule, témoin de cette scène digne d'un thriller français, s'agite, certains se levant pour bloquer les issues, transformant la salle en un théâtre de résistance. Leclerc, rouge de honte, tente de s'emparer de l'enregistreur, mais Fatima, d'un mouvement fluide, le repousse, son cri de rage faisant écho aux tempêtes historiques de la Révolution. Les gardes finissent par maîtriser Leclerc, le traînant hors de la salle sous les huées. Mais la menace persiste. Un message crypté clignote sur le téléphone de Fatima, envoyé par un numéro masqué. « Ta famille paiera si tu parles encore. » Sa fureur explose en un sanglot de colère, tandis qu'elle imagine son frère, menacé dans leur quartier de la Goutte d'Or, et sa mère, une immigrée luttant pour leur dignité. Elle se tourne vers la foule, les larmes roulant sur ses joues, et déclare d'une voix brisée mais puissante « Ils veulent à ma mort, mais je ne plierai pas. » La salle retient son souffle, consciente que cette expulsion ratée marque un tournant. La vérité est trop proche pour être étouffée. Soudain, les portes s'ouvrent à nouveau, et un émissaire de l'Élysée, reconnaissable à son écharpe tricolore, entre, son visage grave, confirmant une intervention directe. Il s'approche du juge, murmurant des ordres urgents, et le marteau reste suspendu en l'air. Fatima, le cœur battant, sent une lueur d'espoir percer sa rage. Elle sait que cette vidéo et ce médaillon pourraient l'en faire tomber non seulement Leclerc, mais aussi les puissances de qui le protègent. Sa colère, forgée dans les rues et les luttes familiales, devient une arme, et elle jure de transformer cette humiliation en une victoire éclatante. La salle, devenue un champ de bataille symbolique, vibre d'une énergie nouvelle, où chaque regard échangé promet une lutte sans merci contre l'injustice raciale et la corruption. Le palais de justice, encore vibrant de l'affrontement entre Fatima Dubois et Raoul Leclerc, se vide lentement sous un ciel parisien zébré d'éclairs, les murmures de la foule s'échappant comme des vagues dans les ruelles adjacentes. Fatima, le médaillon maçonnique et l'enregistreur serré dans ses mains tremblantes, sent une colère sourde monter en elle, alimentée par la menace cryptée contre sa famille et les regards hostiles des gardes qui l'entourent. L'émissaire de l'Élysée, son écharpe tricolore claquant au vent, reste près du juge, murmurant des instructions urgentes. Mais Fatima n'a qu'une pensée,
faire éclater la vérité au grand jour. Elle s'approche d'un journaliste audacieux tapi dans la galerie, lui glissant l'enregistreur et la puce vidéo, avec un regard de défi. Publiez ça que le monde voit. Quelques instants plus tard, alors que la nuit enveloppe la ville, la vidéo explose sur les réseaux sociaux, portée par le hashtag Osai Justice pour Fatima, devenant virale à une vitesse fulgurante. Dans les bistrots enfumés de Montmartre et les salons élégants des beaux quartiers, les écrans s'allument, révélant l'agression de Leclerc, les insultes racistes capturées et la conspiration impliquant éclat stratégie. Mais un détail saisissant émerge. Une séquence floue montre un hélicoptère noir survolant les docks de Marseille, larguant des caisses marquées d'un sceau gouvernemental, suggérant une collusion au plus haut niveau. La foule, indignée, déferle dans les rues, brandissant des drapeaux tricolores tachés de slogans rageurs. À bas la corruption raciale. Fatima, depuis les marches glissantes du palais, hurle dans la tempête « Vous ne nous enterrerez pas sous vos mensonges !» Mais cette exposition attire une riposte brutale. À peine la vidéo atteint 1 million de vues, des silhouettes masquées surgissent des ruelles sombres près de la Seine, leurs pas résonnant comme des tambours de guerre. Des hommes armés, envoyés par le réseau d'éclats, encerclent Fatima, leur voix gutturale lançant des menaces. « Retourne dans ton désert, saleté d'immigrés !» Sa rage explose en un cri primal. Elle bondit, utilisant une prise de judo apprise dans les dojos parisiens pour désarmer un assaillant, son genou s'écrasant contre sa poitrine dans un craquement sec. La foule, témoin de ce combat digne d'un film d'action français, acclame. Mais le danger s'intensifie. Une moto noire surgit, son pilote tirant une rafale de balles qui ricochent contre les pavés, forçant Fatima à se jeter derrière une statue de la République. Julien, son frère, terrifié mais déterminé, la rejoint, brandissant une barre de fer arrachée à une barricade. « Ils veulent nous tuer !» gémit-il, les larmes roulant sur ses joues. Fatima, le cœur battant à tout rompre, serre les dents, sa fureur canalisée en une résolution d'acier. Elle sait que cette vidéo n'est pas seulement une revanche, c'est une déclaration de guerre contre un système qui a osé s'en prendre à sa famille nord-africaine. Les réseaux s'enflamment, les hashtags Yo Fatima résiste et Yo fin du racisme envahissent Twitter, relayés par des influenceurs des banlieues et des intellectuels parisiens. Mais cette visibilité attire aussi la contre-attaque. Des appels anonymes menacent de mettre le feu à l'appartement familial dans la Goutte d'Or, un lieu sacré chargé de souvenirs d'enfance. Dans l'obscurité, elle repère une opportunité. Un drone amateur, piloté par un jeune activiste de la foule, filme l'attaque en direct, capturant les visages des agresseurs sous les lumières vacillantes des réverbères. « Continuez à filmer !» ordonne-t-elle, sa voix tremblante de colère mais ferme. Cette preuve supplémentaire, diffusée en temps réel, force les forces de l'ordre à intervenir. Des sirènes hurlent au loin, et une brigade d'élite de la police parisienne surgit, dispersant les assaillants dans un nuage de gaz lacrymogène. Leclerc, désormais en fuite, est traqué par les médias et les internautes, sa photo placardée sur les murs virtuels de la ville. Fatima, essoufflée mais debout, serre Julien contre elle, leur cœur battant à l'unisson. « Ils ont peur maintenant », murmure-t-elle, sa rage transformée en une force inébranlable. Pourtant, la victoire est amère. Alors que les projecteurs s'allument sur elle, une nouvelle menace émerge. Un colis livré à l'appartement familial contient une balle gravée de son nom, accompagnée d'une note. « La prochaine est pour toi ». Fatima, les poings serrés, sent une colère froide l'envahir. Elle pense aux entraînements clandestins où son père l'a initiée à la défense personnelle, aux nuits passées à protéger les siens, et elle jure de transformer cette haine en action. La France, réveillée par son courage, commence à se mobiliser. Des manifestations spontanées éclatent place de la République, des pancartes portant son nom brandies sous les lampadaires. Mais elle sait que ce n'est que le début. Le réseau d'éclats s'étend bien au-delà des docks, et chaque pas vers la vérité risque de la rapprocher d'un piège mortel. Elle se tourne vers la caméra du drone, ses yeux brûlants d'une intensité féroce, et déclare « Vous avez vu leur vrai visage. Maintenant, nous allons les démasquer tous. » La foule acclame, mais Fatima, dans l'intimité de son esprit, tremble de rage contenue. Elle pense à sa mère, une immigrée luttant pour leur place en France, et à Julien, brisé mais vivant. Cette nuit, sous les étoiles parisiennes, elle décide de ne plus être une victime. Elle sera une guerrière, prête à plonger dans les ténèbres pour arracher la justice à ceux qui l'ont volée. La bataille ne fait que commencer, et sa fureur, forgée dans les rues,
et les luttes familiales est désormais une arme prête à frapper au cœur de la corruption. La nuit parisienne enveloppe la ville d'un voile opaque. Les rues encore vibrantes des échos des manifestations s'estompant dans les ruelles étroites du 19e arrondissement, où les pavés luisants reflètent les lueurs des réverbères. Fatima Dubois, marquée par l'attaque près de la Seine et la balle gravée à son nom, serre le médaillon maçonnique dans sa poche, sa colère grondant comme un torrent sous les ponts de la capitale. À ses côtés, Clémence Roux, une journaliste clandestine au regard perçant, déplie une carte jaunie annotée d'un emplacement secret. Un entrepôt désaffecté près des quais de Bercy, où le réseau d'Éclat Stratégie prépare une nouvelle livraison de drogue. « C'est notre chance de tout faire tomber », murmure Clémence, sa voix tremblante d'une détermination fébrile. Fatima hoche la tête, sa fureur canalisée en une résolution d'acier forgée dans les luttes de sa famille nord-africaine, prête à plonger dans l'enfer pour venger son peuple. Elle s'infiltre sous une pluie battante qui martèle les toits de zinc, un décor digne d'un roman noir français. À l'intérieur, l'air est saturé d'une odeur âcre de produits chimiques et des ombres armées patrouillent, leurs silhouettes découpées par la lueur vacillante des néons. Fatima, guidée par les techniques de combat apprises dans les dojos clandestins de Belleville, avance avec la précision d'un faucon, chaque pas résonnant comme un défi silencieux. Soudain, un garde surgit, brandissant un pistolet à fléchette empoisonnée, et tire une salve qui siffle près de son oreille. Sa rage explose. « Vous osez empoisonner nos vies avec vos drogues » hurle-t-elle, bondissant pour désarmer l'homme d'un coup de pied circulaire, son cri de guerre ricochant dans l'espace confiné. Clémence, agile comme une ombre, filme chaque instant, capturant des piles de sachets de cocaïne et un coffre-fort numérique affichant des transferts vers des comptes offshore. Mais le danger s'intensifie. Une alarme stridente déchire l'air et une trappe s'ouvre dans le sol, révélant un tunnel secret menant à une salle souterraine éclairée par des torches, où des silhouettes encagoulées supervisent une opération. Fatima, le souffle coupé par la peur et la colère, esquive une fléchette qui se plante dans une caisse, son instinct de survie prenant le dessus. Elle plonge vers un assaillant, utilisant une prise de judo pour le neutraliser, son genou écrasant sa gorge, tandis qu'elle arrache son masque, dévoilant un visage familier, un collaborateur d'Éclat qu'elle avait croisé dans les couloirs du palais. « Tu vas payer pour chaque larme de ma famille !» rugit-elle, sa voix tremblante de fureur contenue. Clémence, terrifiée mais déterminée, récupère une clé USB dans une sacoche abandonnée, contenant des preuves explosives, des contrats signés par des sénateurs complices. La tension monte encore lorsque des renforts ennemis déferlent, leurs bottes claquant sur le béton humide. Fatima, adossée à une pile de caisses, repousse un assaillant avec un coup de poing dévastateur, sa rage canalisée en une force brute héritée des combats de son père. « Vous pensez que vous pouvez nous écraser avec votre racisme ?» crie-t-elle, les larmes de colère roulant sur ses joues tandis qu'elle protège Clémence. Un bruit sourd retentit. Une explosion secoue l'entrepôt, déclenchée par une fuite de gaz saboté, les flammes léchant les murs dans un rugissement infernal. Les deux femmes s'enfuient à travers un nuage de fumée épaisse, leurs silhouettes se découpant contre le brasier comme des héroïnes d'une épopée française. Dehors, les sirènes hurlent, et une unité spéciale de la police parisienne arrive, attirée par l'explosion et les images en direct diffusées par Clémence sur une plateforme sécurisée. La foule, alertée par les réseaux sociaux, se rassemble, brandissant des drapeaux tricolores tachés de slogans « Justice pour Fatima ». Sa fureur, désormais un brasier public, la pousse à affronter les regards des officiers. « Vous avez protégé ces monstres trop longtemps », lance-t-elle, sa voix brisant le silence de la nuit. Les preuves de la clé USB, combinées aux images de l'entrepôt, promettent de faire tomber non seulement Éclat, mais aussi les complices tapis dans les hautes sphères du pouvoir. Pourtant, la victoire est teintée de danger. Un message anonyme clignote sur le téléphone de Clémence. La prochaine cible, c'est ta mère. Fatima, les poings serrés, sent une colère froide l'envahir. Elle pense aux entraînements secrets où son père l'a initiée à la défense, aux nuits passées à protéger les siens, et elle jure de transformer cette haine en justice. Julien, rejoint par elle à l'abri d'une voiture de police, la regarde avec une admiration mêlée d'effroi. « Tu es devenue une guerrière. » Elle acquiesce, sa détermination inébranlable. Cette infiltration n'est qu'un premier pas vers la destruction totale du réseau. La pluie continue de tomber, lavant le sang et la poussière de son visage, mais pas la flamme de révolte qui brûle en elle. Paris,
réveillée par son audace, retient son souffle, consciente qu'une bataille décisive se profile à l'horizon. La pluie glaciale continue de marteler les pavés parisiens autour du palais de justice, transformant l'atmosphère en un théâtre d'ombres mouvantes, tandis que les échos de l'explosion à Bercy résonnent encore dans l'esprit de Fatima Dubois. Trempée jusqu'aux os, elle serre la clé USB contre sa poitrine, sa colère bouillonnant comme un volcan sous les cendres des luttes familiales nord-africaines. Julien et Clémence Roux, à ses côtés, observent la foule qui se presse devant le tribunal, leur visage marqué par l'épuisement et l'espoir. L'air est chargé d'une tension palpable, amplifiée par les sirènes des forces de l'ordre qui encerclent le bâtiment, prêtes à contenir une révolte imminente. Fatima, le cœur battant d'une fureur contenue, sent que ce soir est décisif. La vie de Julien, accusé à tort, et l'honneur de sa famille reposent sur l'issue de cette nuit chaotique. Elle franchit les portes massives du tribunal, escortée par une unité spéciale, mais l'intérieur n'offre aucun répit. La salle d'audience déborde de manifestants aux regards fiévreux, leurs pancartes brandies comme des étendards de révolte, tandis que des journalistes, tapis dans l'ombre, capturent chaque instant. Le juge, un homme aux traits durs, frappe son marteau avec une force inhabituelle, mais sa voix vacille sous la pression ambiante. L'avocat d'éclat stratégie, un individu au sourire figé, se lève, contraint par les preuves accablantes de la clé USB. Votre honneur, face aux éléments nouveaux, l'État se voit dans l'obligation de retirer toutes les charges contre Julien Dubois, annonce-t-il, sa voix étouffée par l'humiliation. La salle éclate en acclamations. Mais Fatima, loin de se réjouir, sent une rage sourde monter. Cette libération est une concession arrachée, non un acte de justice. Soudain, un craquement sinistre déchire l'air. Une balle siffle depuis les hauteurs de la galerie publique, tirée par un tireur masqué tapi dans l'obscurité. Fatima, par un réflexe forgé dans les entraînements clandestins de son père, pousse Julien au sol, la balle frôlant son épaule dans une douleur aiguë qui la fait grincer des dents. La foule hurle, plongeant dans la panique, tandis que des silhouettes armées surgissent, leurs visages cachés sous des capuches, leurs armes crachant des rafales dans un vacarme assourdissant. « Ils veulent nous éliminer !» crie Clémence, se jetant derrière un banc pour filmer l'assaut. La rage de Fatima explose en un cri sauvage. « Vous ne toucherez pas à mon frère !» Elle bondit, utilisant une prise de judo pour neutraliser un assaillant, son coude s'écrasant contre une tempe dans un craquement sec, le sang éclaboussant le marbre. Le juge, paniqué, ordonne l'évacuation, mais Fatima refuse de céder. Elle repère Raoul Leclerc, tentant de s'éclipser par une porte latérale, et le poursuit, sa colère canalisée en une force brute. Dans un couloir étroit orné de portraits judiciaires, elle le plaque contre le mur, son avant-bras pressant contre sa gorge. « Tu as vendu ton âme pour ces monstres, traître !» rugit-elle, sa voix tremblante de fureur. Leclerc, suffocant, ricane faiblement. « Tu crois que ça s'arrête avec moi? Ils te traqueront, métisse !» Ces mots, chargés de racisme, attisent en sa révolte. Elle le relâche juste assez pour le faire tomber, puis arrache son badge, le brisant sous son pied dans un geste symbolique qui résonne comme un défi. Dehors, les forces spéciales parisiennes, alertées par les tirs, investissent le tribunal, neutralisant les assaillants masqués dans un nuage de gaz lacrymogène. Un officier découvre une arme équipée d'un silencieux, gravé des initiales d'un sénateur influent, liant le réseau à des sphères encore plus élevées. La foule, revenue à l'assaut, scande le nom de Fatima, transformant la place en un champ de bataille digne des émeutes historiques. Julien, protégé par Clémence, la rejoint, les yeux brillants d'admiration. « Tu m'as sauvé une fois de plus. » Mais Fatima, le bras ensanglanté, sent une colère froide l'envahir. Elle sait que cette attaque n'est qu'un avertissement. Le réseau, acculé, frappera encore. Le juge, revenu à contre-cœur, prononce la sentence finale. Julien Dubois est libre de tout chef d'accusation. La salle éclate en applaudissements, mais Fatima, immobile, fixe les portes où Leclerc a disparu, emmené par les autorités. Un policier s'approche, lui tendant un rapport préliminaire. Des preuves supplémentaires, découvertes dans l'entrepôt, impliquent une élite politique parisienne. Sa fureur, désormais un brasier public, la pousse à déclarer devant « Les caméras, ce n'est pas fini. Ils ont tenté de me tuer, mais je les traquerai jusqu'au bout. » Les flashs crépitent et la foule acclame. Mais elle perçoit le poids menaçant qui pèse sur sa famille. Un hélicoptère survolant le ciel parisien attire son regard.
Un message anonyme clignote sur son téléphone. Retrouve-nous à Notre-Dame, où ta mère paie le prix. Fatima, les poings serrés, imagine les leçons de son père dans les salles d'entraînement, les heures passées à protéger les siens, et elle jure de transformer cette haine en justice. Elle confie Julien à Clémence, murmurant « Protège-le ». Puis, sous les regards médusés, elle s'élance vers la cathédrale illuminée, prête à affronter une embuscade dans l'ombre des gargouilles gothiques. Sous les ombres menaçantes des gargouilles de Notre-Dame, l'obscurité parisienne se teinte d'une lueur blafarde, alors que la pluie continue de cingler les pavés, transformant la cathédrale en une silhouette spectrale. Fatima Dubois, le souffle court après avoir échappé à l'embuscade, serre le bras ensanglanté de Julien contre elle, sa colère bouillonnant comme un feu nourri par les décennies d'injustice subies par sa famille nord-africaine. Le message menaçant résonne encore dans son esprit, et elle sent une fureur implacable l'envahir, amplifiée par la vue de sa mère, libérée mais tremblante, soutenue par Clémence Roux. Les sirènes des forces de l'ordre s'éloignent, laissant place à un silence oppressant, mais Fatima sait que ce n'est qu'une pause. Le réseau d'Éclat Stratégie ne reculera devant rien pour la faire taire. Elle jure, les poings serrés, de transformer cette haine en une arme contre l'oppression. De retour dans le quartier de la Goutte d'Or, où les ruelles étroites portent encore les cicatrices des luttes passées, Fatima s'adresse à une foule rassemblée sous les auvents trempés, une caméra brandie par un jeune activiste filmant chaque mot. Regardez ce qu'ils ont fait. Ma mère, notre mémoire, otage de leur corruption raciale. Sa voix, rauque de colère, résonne comme un appel aux barricades historiques de Paris. Mais soudain, un grondement sourd ébranle la rue. Une voiture noire surgit, ses pneus crissant sur les pavés, et une grenade lacrymogène explose à ses pieds, dispersant la foule dans un nuage âcre. Fatima, les yeux brûlants de rage et de larmes, bondit pour protéger sa mère, utilisant une prise de judo pour neutraliser un assaillant qui tente de s'approcher, son cri de guerre faisant trembler les vitres des immeubles voisins. La foule, galvanisée par son courage, se reforme, brandissant des drapeaux tricolores tachés de slogans. « Justice pour Fatima ». Sa déclaration, diffusée en direct sur les réseaux sociaux, enflamme les hashtags FatimaVenge et Fin du racisme, relayés par des voix des banlieues et des intellectuels parisiens. Mais la victoire est teintée de danger. Un appel anonyme menace de représailles contre les familles immigrées si elles ne cessent pas. Fatima, le cœur battant de fureur, imagine les entraînements clandestins de son père, les nuits passées à protéger les siens, et elle jure de transformer cette haine en un mouvement national. Nous ne plierons pas. Chaque coup qu'il nous porte nous rend plus forts, lance-t-elle, sa voix brisant le tumulte ambiant. Sa mère, sauvée mais fragile, lui serre la main, les yeux brillants de fierté, tandis que Julien, à ses côtés, brandit un drapeau tricolore taché de sang, symbole d'une résistance née dans la douleur. La police, sous la pression publique, arrête plusieurs suspects, mais Fatima sait que le réseau d'Éclat s'étend bien au-delà des quais. Sa rage, désormais une flamme publique, la pousse à envisager une alliance avec des activistes des banlieues pour une marche sur l'Élysée. Elle organise une réunion dans une cave secrète du 18e arrondissement, où des leaders communautaires, armés de plans et de détermination, jurent de la soutenir. Mais un traître parmi eux tente de la poignarder, et elle esquive de justesse, le désarmant dans un éclat de colère silencieuse. Fatima refuse une offre de règlement financier de la part d'Éclat, exigeant des réformes structurelles, audits indépendants, supervision publique et reconnaissance officielle des pratiques racistes. « Pas d'argent pour me faire taire », rugit-elle, sa voix portant jusqu'aux oreilles des avocats adverses, qui reculent, intimidés. Sous la pression, Éclat cède partiellement, acceptant une enquête publique, mais Fatima sait que la bataille est loin d'être gagnée. Elle lance Projet Lumière, une initiative offrant des ressources juridiques et des formations à la défense pour les communautés immigrées, avec Clémence comme coordinatrice. Dans une salle bondée de la Goutte d'Or, elle forme des jeunes aux techniques de self-défense, leur enseignant la résilience de son peuple. Les rues de Paris vibrent de son nom, les manifestations s'étendant de la place de la Bastille au boulevard haussmannien, où des pancartes proclament « Fatima, notre voix ». Un soir, un colis anonyme arrive, contenant une lettre d'un ancien employé d'Éclat, révélant des noms de complices au sein du gouvernement. Sa fureur s'intensifie, mais elle canalise cette énergie dans son projet, transformant sa douleur en action. Julien, désormais son bras droit,
organise des ateliers pour sensibiliser les jeunes aux droits civils, tandis que sa mère, rétablie, raconte aux médias les horreurs subies, renforçant le mouvement. La police, sous l'œil vigilant de la foule, commence à réévaluer ses pratiques, et des rumeurs circulent sur une réforme des forces de l'ordre inspirée par l'audace de Fatima. Elle marche dans les rues, blessée mais indomptable, portant l'espoir d'une nation en colère. Paris, ville de révoltes historiques, tremble sous son pas, consciente qu'elle est devenue une icône de justice, forgée dans la fureur et la mémoire collective. Sa rage, un feu inextinguible, promet de consumer les ténèbres de la corruption, et chaque pas qu'elle fait résonne comme un défi lancé à l'injustice. L'histoire de Fatima Dubois, marquée par sa lutte acharnée contre la corruption et le racisme au cœur de Paris, offre des enseignements profonds qui résonnent au-delà des frontières françaises. Tout d'abord, elle illustre la puissance de la résistance face à l'injustice. Malgré les menaces, les violences et les discriminations basées sur ses origines nord-africaines, Fatima a refusé de se taire, transformant sa colère en une force de changement. Cela nous rappelle qu'un individu, même seul contre un système oppressif, peut ébranler des structures établies s'il persévère avec courage. Ensuite, cette histoire met en lumière l'importance de la solidarité communautaire. Soutenue par sa famille, des journalistes comme Clémence Roux et les habitants des banlieues, Fatima a montré que l'union peut amplifier une voix marginalisée. Cela enseigne que le combat contre l'injustice ne peut réussir que par une mobilisation collective, brisant l'isolement imposé par les puissants. Enfin, son refus d'accepter un règlement financier silencieux souligne la nécessité de chercher des réformes structurelles plutôt que des compromis temporaires. En lançant Projet Lumière, elle a transformé sa douleur personnelle en un héritage pour les générations futures, prouvant que la justice véritable exige des changements durables, non des pansements éphémères. Cette leçon invite chacun à s'engager activement pour un monde plus équitable, où la vérité triomphe des ténèbres.